L'échiquier international, soyez les bienvenus. Gaza, 142e jour d'agression sioniste. Des dizaines de martyrs sont à déplorer à Khan Younes et Beth Lahia. L'hôpital de Rafah débordé. Des nouveau-nés, par exemple, partagent les mêmes couveuses par manque d'espace et de matériel. De son côté, la résistance palestinienne ne frémit pas. Elle qui annonce avoir éliminé 6 soldats sionistes. La diplomatie européenne, de son côté, condamne ce qui nomme une colonisation. Surtout, on a relevé la sortie du président brésilien Lula qui appelle ce qui semble être une évidence aujourd'hui, puisqu'il dit que les Palestiniens subissent un génocide qui n'est plus à démontrer. Plus de 5 mois après les bombardements, l'eau et la nourriture se font rares, surtout à quelques jours du mois du Ramadan. Justement, même si rien n'est officiel, on évoquerait un nouvel accord de cessez-le-feu, une trêve des combats pour faire acheminer une aide humanitaire, ce qui permettrait de faire libérer des otages palestiniens. On en parle dans quelques instants. L'armée sioniste continue ses bombardements sur la bande de Gaza, où la situation humanitaire est désespérée, tandis qu'à Paris s'ouvriraient des discussions autour d'une possible trêve pour la période du Ramadan. Est-ce que ces discussions aboutiront? Les prochains jours nous le confirmerons, mais les langues se délient à l'international pour condamner l'entité sioniste. Alors pour en parler justement, je reçois Gamal Abina, analyste politique, analyste de la politique internationale. Gamal, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est un plaisir, Gamal. Alors Gamal, je le disais, on l'a appris, cette journée, les médias européens et même chinois diffusent un semblant d'information. Ce n'est pas encore confirmé, mais ce qu'on sait, c'est qu'une délégation sioniste serait à Paris. Alors c'est une délégation aussi des services de sécurité. On sait que des représentants du Mossad et du Shin Bet étaient à Paris pour évoquer une trêve avec la résistance palestinienne au sein de la bande de Gaza. Il y a d'autres faisceaux d'indices, puisque des membres du mouvement Hamas affirment également qu'un plan est discuté à Paris qui prévoirait une pause de 6 semaines pour une trêve et surtout la libération de 200 à 300 otages palestiniens, un plan qui entrera en vigueur pour le mois du Ramadan. Qu'est-ce que cela vous évoque de prime abord? De prime abord, je suis sur les canaux effectivement dans lesquels on a ce genre d'informations, par exemple sur Telegram particulièrement, où effectivement il semble ressortir le fait que le Hamas aurait négocié directement ou indirectement avec les sionistes pour obtenir la libération d'otages palestiniens, parce qu'on ne parle pas assez des otages côté palestinien. Il y a des prisonniers de chaque côté, effectivement, c'est une guerre, il ne faut pas le perdre de vue, et vous aviez évoqué le caractère génocidaire. On peut commencer à réfléchir à cette idée de génocide simplement parce que quand on bombarde une population qui ne peut pas sortir, c'est qu'on garantit à 100% des morts. D'abord, pour commencer, une incapacité à se défendre, une incapacité à se protéger, à se cacher des bombardements dans un rapport de force largement inégal, on le sait. Et surtout, on garantit l'objectif des sionistes, à savoir l'évacuation totale ou des déportations, c'est le terme exact, des Palestiniens ailleurs. Donc là, on est en train de parler de trêve, de faire libérer des prisonniers palestiniens par rapport aux prisonniers de l'autre côté. Mais une chose est certaine, c'est que cette trêve ne veut pas dire la fin des combats, parce qu'on n'en voit pas le bout, parce que, il faut le rappeler systématiquement, parce qu'on a tendance à l'oublier, que l'Occident aujourd'hui, une partie de l'Occident du moins, soutient un gouvernement d'extrême droite raciste, suprémaciste et complètement illuminé sur la question religieuse. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est pas le fait qu'il y ait une négociation pour une trêve potentielle qui reprendra les combats d'air, parce que l'objectif étant effectivement d'éradiquer la bande de Gaza de la présence palestinienne. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où ira la barbarie. En effet, une trêve n'est pas synonyme de solution ou de paix. Une trêve, c'est on essaye à un moment donné, poser les armes pour acheminer une aide, même si rien n'est sûr. Les prochains jours nous le confirmeront. En tout cas, une trêve est envisagée, surtout que le ministre sioniste depuis quelques jours, Netanyahou, évoque de plus en plus un plan pour l'après-guerre, la période après-guerre. Alors les sionistes tablent sur le maintien du contrôle sécuritaire à la fois en Cisjordanie et de Gaza, ce qu'on nomme une occupation, c'est-à-dire que l'occupation perdurerait, un plan qui serait rejeté officiellement par le secrétaire d'État Anthony Blinken.
Bien sûr, parce que d'abord, l'occupation, ça signifie d'abord des morts, des massacres plus importants, des massacres de masse. Le fait qu'ils ne tiennent pas compte des procédures engagées contre eux par la Cour internationale de justice qui va dans une direction d'actes génocidaires dont ils devraient se prévaloir. Et puis surtout, ils n'ont rien à faire dans la bande de Gaza, ils n'ont rien à faire en Cisjordanie. Ils sont des occupants, une puissance occupante qui prétend se défendre alors qu'elle occupe un territoire. Il est difficile de faire croire à des gens que la victime qui est occupée devient l'agresseur. Mais ça marche dans une certaine classe politique, non pas chez les peuples occidentaux, mais dans la classe politique de certains dirigeants. Et effectivement, ce monsieur qui est c'est le descendant, il faut rappeler, c'est important de rappeler qui est cet homme, ce criminel de guerre, ce barbare. Le père était un adorateur de Mussolini. Donc la lecture néofasciste de cet homme est évidente. Les ministres parlent d'animaux humains, comme les nazis parlaient de Susan Untermenschen, tout simplement, ils parlaient de bacilles en parlant des juifs, et bien il reproduit exactement les mêmes terminologies. Donc aujourd'hui, la question qui doit se poser, c'est de savoir qu'est-ce que cherche cet homme. Il veut éradiquer la présence palestinienne, il ne l'a jamais caché, il l'a montré une fois à l'ONU en montrant une carte intégralement colonisée de la part des sionistes, où il considérerait que le Palestinien qu'il appelle les Arabes, il ne les considère pas comme des êtres humains, il ne considère pas les Arabes comme des êtres humains, je veux dire, eh bien cet homme voudrait se débarrasser à bon compte de toute la population palestinienne, garder quelques esclaves sur place, évidemment, c'est ce que dit très bien Ronnie Broman, mais pour le reste, tout ce qui est résistance, tout ce qui est État palestinien, tout ce qui est idée d'indépendance d'un État qui a été, je le rappelle, en 47, effacé de la surface de la Terre, eh bien cette question-là, aujourd'hui, perdure et il n'y aura pas de solution avec un barbare qui est un raciste, qui est un suprémaciste et qui se croit supérieur au monde entier. Alors, on faisait allusion au père de Netanyahou, en effet un admirateur de Mussolini, mais surtout secrétaire d'un certain Vladimir Jabotinsky, hein, qui est difficile de faire plus extrême droite que Vladimir Jabotinsky, qui est un des fondateurs du sionisme réformé ou revisité, enfin peu importe. En tout cas, Gamal Amina, nous ne sommes pas naïfs non plus. Hein. L'industrie militaire américaine alimente les bombardements sionistes sur Gaza. En termes de droit de la guerre, ça s'appelle être complice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, surtout qu'on est à presque 30 000 morts palestiniens. Mais aux États-Unis, la donne peut-être serait en train de changer puisqu'on est en train d'entrer en période de campagne présidentielle et que les données peuvent un peu peser sur le logiciel américain, au niveau également par rapport à la Maison-Blanche, surtout que la question palestinienne se popularise de plus en plus au sein de la jeunesse américaine. La question palestinienne se popularise au sein du monde entier. C'est-à-dire que maintenant, il est difficile de la part de la partie sioniste de faire croire que l'État foyer national juif qui était là pour les sécuriser existe. D'abord, c'est faux. On a vu ce qui s'est passé au démarrage de cette guerre, mais surtout, et c'est le plus important, le monde entier voit bien qu'il y a un barbare surarmé en train de tuer des gens sans armes. Il faut rappeler à chaque fois que les Palestiniens n'ont pas d'aviation, pas de bateaux de guerre, n'ont pas de chars d'assaut, n'ont même pas de petits véhicules blindés, ils n'ont rien, ils n'ont juste que des petites roquettes artisanales pour répondre à l'agression barbare dont ils sont l'objet. Et surtout de rappeler que sans DCA, aucun avion sioniste ne peut être atteint, ce qui veut dire que ces criminels assassinent des gens sans le moindre risque pour eux. Donc c'est important de le rappeler, les seuls qui prennent des risques, c'est les combattants au sol, effectivement, on commence à constater qu'il y a de plus en plus de morts du côté sioniste, mais il n'en demeure pas moins que la jeunesse américaine, comme le reste du monde, a parfaitement vu les rapports de force et se rend compte, et là je nuancerai le propos, il n'y a pas une complicité, puisque je ne parle pas de complicité. Moi, quand je parle des États-Unis, je parle de criminels actifs. Depuis que Biden est arrivé au pouvoir, on a des guerres un peu partout qui sont déclenchées, parce que Biden est à 20 ans en guerre. Il l'a prouvé en 2003, quand il a voté les budgets du Surge pour l'Irak, pour renforcer la guerre en Irak. Cet homme aime la guerre, cet homme n'est pas un homme de paix, et sa base électorale, sa base donc démocrate, a beaucoup de mal à supporter l'idée que les démocrates soient les porteurs de la guerre. On se rappelle que Carter était un homme de paix. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va poursuivre ce soutien qui rapporte à son industrie militaire? Rappelons toujours qu'il y a des rapports d'argent. Il vend les armes, fait de l'argent et aide l'industrie qui le soutient sur le plan politique. Eh bien, aujourd'hui, il est fragilisé parce qu'il se rend bien compte que Trump a le vent en poupe et que Trump ne veut pas de guerre. Trump n'est pas un patron de guerre, il veut faire des affaires. Et j'en veux pour preuve que pour obtenir la paix au Moyen-Orient, Trump avait une stratégie, c'est de dire, pour avoir la paix, il faut la négocier par le business. C'est pourquoi il a fait ces fameux accords d'Abraham qui étaient négociés avec du chantage, avec des aides, avec la volonté d'amener la paix, tout en faisant en sorte que la situation palestinienne, ne sera plus le cas aujourd'hui, soit un statu quo éternel. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Le monde entier veut
l'idée d'une solution au moins à deux États, même si c'est une solution qui paraît illusoire. Mais une chose est certaine, c'est que les États-Unis ne sont pas complices, ils sont des acteurs, et j'en veux pour preuve que lorsqu'il y a eu cette proposition par trois fois algérienne à l'ONU de faire une action au moins de cesser le feu, on parle même pas de régler la question, mais au moins que la barbarie s'arrête, eh bien, la réponse américaine était le droit de veto, ce droit qui est un droit totalement dictatorial qui a imposé que la guerre continue. Donc les Américains sont bien le principal bénéficiaire de cette guerre. Hier, on a parlé ici des 2 ans d'opération spéciale russe en Ukraine et on avait conclu que l'industrie militaro-politique ou en tout cas la politique sécuritaire, militaire, la vente d'armes à l'endroit de l'Ukraine, c'était ce lobby qui sortait un peu les marrons du feu. Donc on a conclu que c'était eux, peut-être les gagnants de l'opération spéciale en Ukraine. Peut-être c'est la même chose au niveau de ce qui se passe à Gaza et même au Moyen-Orient. Tout à fait, parce qu'il faut se rappeler que lorsque Trump, par exemple, arrive aux commandes, la première chose qu'il fait, c'est qu'il garde une sorte de conflit de basse intensité. La tension avec l'Iran a été ravivée par Trump, faut pas jamais l'oublier. Il a même tenté un temps d'envoyer un drone ça s'est avéré être un échec. Et c'est arrêté à partir du moment où l'Iran a frappé le pétrole d'Arabie. Donc ce qui s'est passé derrière, c'est qu'il est allé tout de suite en Arabie et il a fait un contrat mirifique de 600 milliards de dollars. Pourquoi vendre autant d'armes si ce n'est pas pour derrière les utiliser, ou du moins créer une situation où on est en mesure de les utiliser. Il y a eu une guerre au Yémen qui a duré des années, on le sait, 8 ans, mais surtout on se rend bien compte que la tension sur la question palestinienne, où on ne veut pas de paix dans la région, c'est évident que les États-Unis ne veulent pas de paix, il n'y a que Carter qui voulait la paix, pour être très honnête, eh bien cette question rapporte à l'industrie, le complexe militaire industriel dont vous avez parlé, ça rapporte à Lockheed, ça rapporte à tout un tas de firmes américaines qui sont de grands argentiers et qui ont déjà, par plusieurs fois dans l'histoire, au siècle dernier, c'est comme ça que l'Amérique est devenue une grande puissance, bénéficié de la Première Guerre mondiale en vendant des armes, mais surtout bénéficié des revenus considérables grâce à la Seconde Guerre mondiale. Et bien la question sioniste aujourd'hui, c'est que l'État sioniste n'est pas un État viable, on le sait depuis très longtemps, économiquement comme militairement, et qu'ils n'ont pas assez de munitions, pas assez d'obus, pas assez d'armes pour faire face, pour tuer le maximum de monde. Donc les États-Unis sont le principal pourvoyeur de ces armes. Et il y a 50 ans, c'est pareil. En 73, lorsque l'Égypte et la Syrie attaquent l'entité sioniste, eh bien, les sionistes sont débordés très rapidement et c'est le pont aérien américain d'armement, il faut le rappeler, les cartes américaines, la cartographie du ciel qui a renversé la donne. Mais les Arabes avaient gagné la guerre sur la première semaine. C'est pareil aujourd'hui. Évidemment, les Palestiniens ne peuvent pas l'emporter sur le plan militaire, mais ils peuvent faire très mal. Donc les États-Unis continuent à vendre des armes, continuent à créer une zone de tension pour justifier effectivement de ventes records d'armement qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a plus de presque 1000 milliards d'armements vendus dans la région en moins de 10 ans. C'est considérable. Alors, peut-être qu'il y a aussi une autre forme de pression qui commence à monter ou en tout cas à s'installer un peu partout. On a vu Joseph Borrell, le chef de la politique étrangère de l'UE, qui parle ouvertement de colonisation sioniste. En Allemagne, des avocats qui représentent des familles à Gaza déposent plainte contre les membres du gouvernement allemand pour complicité de génocide. L'Allemagne aurait transféré des armes malgré l'ordonnance de la CIJ du 26 janvier dernier. Oui, c'était le 26 janvier dernier. Voilà. La résistance en Europe donc s'installe aussi avec le prince William, futur roi d'Angleterre, qui est sorti de sa traditionnelle réserve pour lancer un appel pour la fin des bombardements à Gaza. On le voit, il y a une espèce de solidarité qui est en train de s'esquisser un peu partout pour que cesse justement le massacre de Palestiniens. Tout à fait, vous avez évoqué M. Borrell qui a effectivement dit une chose assez extraordinaire. Il a dit « Qu'est-ce que veulent les sionistes ?» Il parle de Netanyahou, le criminel de guerre. Il faut l'appeler pour ce qu'il est, criminel de guerre. C'est important de donner son vrai titre. Et non pas le président des sionistes, mais criminel de guerre. Eh bien, ce barbare, parce que c'est un barbare, ça reste un homme des barbares, a dit que les Palestiniens devaient partir du sud. Ils devaient partir de Rafah et de la région de Khan Younes et toutes les régions qui bombardent actuellement. Et qu'est-ce qu'a dit Borrell ? Il a dit « Mais vous voulez qu'ils partent où ?» Sur la Lune, ironisant sur les propos ridicules de ce criminel de guerre qui se fiche complètement de ce qui peut arriver aux Palestiniens et qui les fera tuer le plus possible parce que c'est une obsession. Il y a un rapport de 1 pour 1000, un sioniste tué, 1000 Palestiniens tués, on va arriver à 100 000 morts peut-être, continue. Et il se trouve que l'Europe en a un peu assez de cet extrémiste raciste qui ne se cache même pas de son racisme. Ils en ont marre de son arrogance d'imbécile heureux qui s'imagine qu'il dirige le monde. Ils en ont marre de cette façon un petit peu arrogante de croire qu'il aura toujours la façon de faire pression en utilisant le passé malheureux des Juifs européens qui ont subi un martyre indiscutable là-dessus.
Ils en ont assez. Effectivement, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'offusquer de cet homme qui était déjà du temps d'Obama et de Sarkozy détesté parce qu'il le traitait de menteur. Il faut jamais perdre de vue que cet homme est un menteur, un bonimenteur, un manipulateur. Et bien tout cela est acté aujourd'hui. On sent bien que l'Europe en a assez de ce criminel de guerre qui ne fait même plus semblant de se lancer dans des crimes de masse et qui en plus n'assume même pas ses responsabilités sur le plan pénal interne, je veux dire, puisque sa peur à lui, c'est de rester au pouvoir le plus longtemps possible pour ne pas faire face à la justice de son propre pays. Alors, on aurait pu citer également le président, en termes de pression, hein, le président brésilien Lula, qui dit que ce que fait le gouvernement sioniste est un génocide, puisqu'on assassine des femmes et des enfants, beaucoup de civils. Et dans la foulée, il dénonce que c'est inacceptable qu'un veto des États-Unis au Conseil de sécurité fasse obstacle à l'adoption d'une résolution d'un cessez-le-feu. Netanyahou n'est pas seulement isolé, mais semble également isoler tout l'Occident des autres pays de la planète. Alors, pas tout l'Occident, parce que tout l'Occident n'est pas sur le même diapason. Je veux dire, on voit bien l'Irlande, par exemple, qui a subi le colonialisme, l'Écosse, l'Espagne, qui a une position honorable. On voit bien qu'il y a des pays et des peuples, évidemment, qui ne sont pas d'accord avec ces dirigeants. C'est surtout l'Occident qu'on va appeler, alors, que les Russes appellent l'Occident collectif, qui est un Occident impérialiste typique classique. Je parle de l'Angleterre, de la France, évidemment, et des États-Unis, même si la France recule sur certaines questions. Mais cet Occident-là, effectivement, a adopté quelque chose qui est un délit de démocratie, c'est le droit de veto, sur lequel il faudrait revenir. Il faut obtenir l'abrogation de cette ignominie qui est un droit de veto qui donne le pouvoir à un seul État sur tous les autres. Mais c'est vrai que lorsque Lula parle de génocide, moi, je ne m'aventurais pas à parler de génocide au départ. Là où je constate qu'il y a effectivement une tendance génocidaire, parce qu'elle n'est pas encore actée sur un plan juridique, c'est qu'on tue des gens qui ne peuvent pas fuir. Et ça, c'est une abomination. On l'a entendu, j'ai entendu Ronnie Broman en parler. Comment peut-on accepter qu'il n'y ait aucune porte de sortie d'une population qu'on bombarde? Ça n'a même pas existé en Pologne, quand ils ont bombardé, mettons, Varsovie. Ça n'a même pas existé du côté de Berlin. Les Berlinois pouvaient partir en dépit des destructions. Mais là, c'est pire. On a détruit plus qu'à Berlin et à Hambourg ou à Dresde. On a détruit plus dans des proportions calamiteuses, avec des moyens beaucoup plus modernes. On a aplati des villes. C'est du jamais vu. Eh bien, c'est vrai que l'Occident, ce fameux Occident collectif, commence à montrer une faille évidente. C'est un Occident dictatorial qui impose par un diktat du droit de veto la continuation des massacres des populations et non pas de la guerre. Parce que la guerre, c'est une armée contre une armée. Là, on parle d'une guérilla contre une armée suréquipée. Et c'est vrai que ça commence à être remis en question et les pays du Sud sont tous d'accord là-dessus, mais certains pays du Nord les rejoignent là-dessus. Vous l'avez évoqué effectivement, jusqu'au prince d'Angleterre qui commence à donner sa voix. Alors, justement, parlons de cet Occident collectif. Hein. Qu'est-ce qui restera de cet Occident collectif après Raza? Je veux parler aussi du droit de l'homisme occidental. On a vu, hein, c'est un vrai vecteur, à savoir, c'est un aspect sélectif et c'est surtout un outil d'influence puisqu'on choisit les endroits où on intervient, puis d'autres où on garde une espèce de distance, on va dire, diplomatiquement intenable, mais quand même, après 5 mois, l'Occident est un peu terne par rapport à ce qui se passe en Palestine. Mais qu'est-ce qui restera de cette politique droit de l'homiste après Raza? La première chose que je vais dire tout de suite, déjà, c'est quand les sionistes se présentent comme la seule démocratie, c'est les menteurs. Il faut le rappeler à chaque fois. Ils ne sont pas la seule démocratie, puisqu'il y a une démocratie qui préexistait de loin avant eux. Une vraie démocratie, c'est la libanaise. Il y a une démocratie qui s'appelle la démocratie turque et même iranienne. Donc déjà, cette propagande est sale. Pourquoi je dis cela? Parce que l'idée démocratique donne le sentiment que ce sont des anges gardiens des droits de l'homme, de la bien-pensance, et effectivement d'un comportement éthique. Mais ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qu'il restera après cela? Eh bien, tout comme en terre occupée de Palestine, l'Occident a montré que du côté, il y a une célérité de l'action, du côté de l'Ukraine pour dire ce pauvre peuple ukrainien écrasé par l'ogre russe, ok, on peut l'entendre, et en parallèle, même pas un an après le démarrage de ce conflit, enfin 2 ans on va dire, eh bien on se rend compte que ce n'est plus le même discours qui est appliqué. Là, la préservation des vies, les civils, les corridors humanitaires, tout ce qui nous a servi par rapport à la question ukrainienne disparaît au profit d'un soi-disant droit de se défendre qui est parfaitement illégal, de l'occupant sur l'occupé, d'une politique raciste, on va parler de racisme. Et on se pose la question de savoir, mais comment se fait-il que l'Occident fermait les yeux sur les milices néo-nazis en Ukraine en les soutenant, on peut comprendre qu'ils soutiennent le peuple ukrainien, et ferme les yeux sur le même type de milices racistes dans l'État sioniste qui utilise la même terminologie que les nazis? Eh bien, la question est posée, effectivement, il ne restera pas grand-chose de cet Occident collectif parce qu'ils se sont heurtés à leur propre contradiction, à leur mensonge en l'occurrence, à savoir, c'est une forme de droit de l'homme à géométrie variable. Si c'est quelqu'un qu'on aime bien, qui est un ami, on lui pardonnera, comme Aung San Suu Kyi, le massacre du sud de l'Est-Birmanie, le Myanmar, le massacre des Rohingyas,
puisque c'est notre ami. Et si c'est quelqu'un qu'on aime moins, par exemple, eh bien, on parlera beaucoup, par exemple, de la Chine avec les Ouïghours. C'est toujours pareil, il y a toujours un double standard qui donne le sentiment que l'Occident, finalement, ne travaille que pour ses propres intérêts, ce qui n'est, vous le reconnaîtrez, pas une découverte. Alors, Gamal Abina, il y a aussi une espèce de crise politique en Occident. Quand on voit les rues, par exemple, aujourd'hui, nous sont parvenus les images à Marseille où il y avait des manifestations extraordinaires de solidarité à l'endroit de la Palestine. Il y a 3 jours, il y avait aussi des manifestations, enfin des rassemblements à Barcelone. Tout à l'heure, on évoquait le cas des États-Unis d'Amérique. Il y a eu 800 à 900 manifestations pro-palestiniennes. C'est du jamais vu aux États-Unis. Il y a une espèce de conscientisation au niveau de la défense des droits des Palestiniens. Il y a une espèce de hiatus entre la rue et les gouvernements. Il y a une espèce de crise aussi politique. Raza cache aussi une vraie crise de la représentativité au niveau des politiques occidentales. Je dirais pas la rue parce qu'ils utilisent le même terme pour nous salir en tant que rue arabe. Je dirais l'opinion publique qui se manifeste effectivement dans les rues, ça va de soi. Donc effectivement, il y a un hiatus parce que les peuples ont compris qu'il y a un problème. Comme pendant la guerre du Vietnam, la barbarie s'exprime avec des moyens surdimensionnés face à un peuple sans défense. Et ça, on pourra dire ce qu'on voudra, c'est inacceptable. Mais ils ont compris aussi, on parle des États-Unis par exemple, où beaucoup de juifs américains, c'est pas la majorité qui était déjà très vent debout face aux barbares qui est actuellement aux commandes de l'État sioniste, commencent à se dire, mais on est en train d'attirer sur nous la haine, on est en train de montrer que nous sommes pires que ce qu'on a dénoncé dans le crime nazi, et on est en train de montrer, effectivement, on nous met en danger. Et c'est ce qu'il disait récemment dans une interview, je le dis encore, j'aime le citer parce que c'est un homme intelligent, Ronnie Broman, l'ancien directeur des MSF, a expliqué, moi, en tant que juif, je me sens mis en danger par Netanyahou, parce qu'on est en train de donner l'impression que nous avons tous les droits, qu'on peut tuer qui on veut quand on veut, et qu'on reste dans l'impunité. Et que finalement, les cibles prioritaires, finalement, seront ces malheureux juifs de l'étranger, qui ne sont absolument pas partie prenante sur le conflit, mais qui sont identifiés comme tels parce que Netanyahou, ce raciste, a dit que l'État palestinien occupé est un État juif, ce qui n'était pas au départ, je le rappelle tout de même. Eh bien, cet homme a décidé de mettre la focale, littéralement des cibles sur les populations juives à l'étranger, alors qu'elles n'ont rien demandé et qu'elles ne sont pas obligées d'être systématiquement mises à l'index à cause de ce criminel de guerre. Mais est-ce que ça arrange pas, au fond, c'est pas la stratégie sioniste au cours de l'histoire, c'est-à-dire ça n'arrange pas, ça arrange aussi Netanyahou de se faire détester par le monde entier en disant, regardez, la communauté juive est détestée, regardez, on nous déteste, on ne nous comprend pas, venez avec moi contre les goïms ou le reste du monde. Finalement, ça fait aussi ses affaires, c'est ça sa stratégie, parce qu'à un moment donné, il faut interroger aussi sa stratégie. Il n'écoute personne, il est en roue libre. Se faire détester, c'est peut-être aussi ce qui lui permet de se renforcer, parce que Netanyahou, quoi qu'on en dise, représente quelque chose de l'entité sioniste. Tout à fait, vous avez raison d'ailleurs. Il s'en cache même pas, il l'a dit clairement. Le monde entier est en danger, venez chez nous. Le problème aujourd'hui, c'est que Netanyahou a démontré que ce n'était pas un État sécurisé, qu'il était incapable de garantir la sécurité à ses frontières, qu'il estime ses frontières, donc les zones occupées, et surtout, il était incapable de réduire la résistance palestinienne, parce que toutes les résistances qui sont actives, alors il a effectivement parié sur la peur de juifs à l'étranger, alors qu'ils sont en sécurité, il faut le rappeler. Il a joué un petit peu la même carte que l'Irgun, Haganah et toutes les organisations qui préexistaient, qui ont beaucoup joué sur la carte de la peur des juifs européens qui était légitime, hein. Ils étaient pourchassés comme des animaux. Ils leur disaient, mais nous vous proposons le paradis en Palestine, soyez sionistes. Et effectivement, au départ, les juifs européens n'étaient que pour 3% sionistes. C'est un projet qui les intéressait pas en vérité. C'était très bien chez eux. Puis après, on leur a fait croire que chez eux, c'était ailleurs. Et ils ont voulu y croire. Et aujourd'hui, cette carte-là, malheureusement, est invalidée pour lui, hein, je veux dire, fort heureusement pour les Palestiniens. Les juifs d'Europe et les juifs d'Amérique ne veulent plus retourner là-bas parce qu'ils ont peur. Et cette peur est légitime. On leur a garanti la sécurité, ils ont eu la guerre. On leur a garanti d'être aimés par le monde, ils sont détestés. Donc ils se posent des questions. Et je vais prendre un exemple très concret d'une femme que j'ai appréciée pour le coup, qui a été honnête. C'est une ancienne journaliste française qui a pris la parole, je crois au Parlement européen, et qui a dit simplement, j'ai perdu son nom, mais vous le retrouverez, qui a dit simplement, je n'accepte pas qu'on utilise le terme de pogrom en Palestine, pour le 7 octobre, parce que c'est insulter la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale qui ont subi des pogroms et de tous ces juifs européens qui ont subi durant 400 ans des pogroms. Eh bien, lorsqu'elle a fait cette déclaration, elle s'est démarquée largement de cette lecture complètement délirante d'un Netanyahou qui voudrait faire des Palestiniens des nazis et qui voudrait faire de lui une sorte d'ange rédempteur qui serait une sorte de Churchill de la résistance, alors qu'en réalité, c'est simplement un impérialiste barbare qui veut tuer des gens qu'il méprise pour des raisons raciales.
Gamal Amina, merci pour vos éclairages et merci d'avoir été des nôtres pour l'échiquier international du jour. À bientôt pour d'autres numéros, je l'espère, et portez-vous bien. L'information continue sur Al24 News en vous souhaitant une agréable soirée et je vous dis à demain.